Les médecines alternatives ont de plus en plus de succès en France comme en Allemagne. Patients, homéopathes et praticiens en médecine parallèle ne jurent plus que par les granules et autres globules. Die Homöopathie macht Dinge, die auch uns zum Staunen bringen. Ses partisans en parlent comme d'une pratique thérapeutique très efficace, qui obtient souvent de meilleurs résultats que la médecine classique. Par contre, il y a tout un ensemble de pathologies pour lesquelles, en médecine classique, on n'a pas vraiment de réponse. Les patients, eux, voient en l'homéopathie une médecine douce. Le traitement que nous utilisons n'a pas d'effet secondaire. Le pire qui puisse se produire, c'est qu'il ne fonctionne pas. Mais voilà, même les plus fervents défenseurs de l'homéopathie ne peuvent expliquer comment elle agit. Je ne peux pas expliquer l'action de ce produit à la lumière de la pharmacie conventionnelle. Tout ce que je sais, c'est qu'il marche. Les détracteurs montent au créneau et reprochent aux praticiens homéopathes de jouer les apprentis sorciers avec des traitements imaginaires. Il n'y a pas d'effet sans substance active, ça n'existe pas. On ne trouve ça nulle part en physique. Aujourd'hui, on peut affirmer que l'homéopathie n'est pas plus efficace qu'un placebo. Ces derniers temps, l'homéopathie est de plus en plus pointée du doigt dans l'Hexagone. Mais des études récentes semblent attribuer une certaine efficacité à cette pratique. L'homéopathie mobilise de manière optimale tous les modes d'action de l'effet placebo que nous connaissons. Alors, est-il possible de réconcilier la médecine traditionnelle et l'homéopathie ? C'est à Leipzig, où l'inventeur de l'homéopathie Samuel Hahnemann a travaillé et enseigné, que Monika Kölsch, médecin homéopathe, a ouvert son cabinet. Je suis médecin généraliste. Je soigne toute la famille, du plus jeune au plus vieux. Je traite les maladies graves et moins graves, les maladies aiguës, les maladies chroniques. L'éventail est très large. Au début, Monika Kölsch n'avait pas spécialement d'affinité avec l'homéopathie. Elle y est venue sur le tard, suite à des expériences personnelles positives. Quand j'étais une jeune maman, pendant mes études de médecine, j'ai appris à soigner une angine avec de la pénicilline. Au bout de 3, 4 ou 5 cures de pénicilline, je me suis rendu compte que mon enfant n'allait pas mieux et que l'amélioration n'était que de courte durée. J'ai donc décidé de chercher une autre solution. Je me suis tournée vers des méthodes alternatives et je suis tombée sur l'homéopathie. J'ai obtenu un excellent résultat grâce à une seule dose. Par la suite, j'ai appris qu'on pouvait utiliser l'homéopathie de manière très ciblée et qu'un traitement homéopathique peut agir immédiatement s'il est bien mené. Janine Casper et son fils Paul sont des patients de longue date. Pour la consultation, la praticienne prend tout son temps. Ce qu'on appelle l'anamnèse dure déjà une bonne heure. C'est un examen physique ainsi qu'un interrogatoire sur les antécédents médicaux, accidents, traumatismes et autres événements particuliers dans la vie du patient. En homéopathie, une maladie est considérée comme une affection qui touche le patient dans son intégralité. Pas question de ne traiter qu'un symptôme, par exemple une éruption cutanée. L'homéopathe veut voir et comprendre la personne tout entière. Les consultations expédiées en 5 minutes, Monika Kölsch ne connaît pas. À dans 4 semaines. Merci. Au revoir. Heidelberg, dans l'ouest de l'Allemagne. Nathalie Grams est également docteur en médecine. Elle a suivi une formation complémentaire pour devenir homéopathe et a utilisé cette méthode pendant des années. Longtemps, elle en a voulu à ceux qui qualifient l'homéopathie de pseudo-médecine. J'ai eu envie d'écrire un livre pour convaincre les méchants anti-homéopathie. J'ai voulu défendre cette pratique, prouver à tous ces détracteurs qu'elle fonctionne et que les patients font des expériences positives avec cette thérapie. Je dois admettre que c'était la première fois que j'effectuais des recherches sur le sujet. J'ai lu beaucoup d'études, je me suis plongée dans les coulisses de l'homéopathie, j'ai relu les ouvrages de Samuel Hahnemann. Malheureusement, je me suis vite rendu compte que les arguments en faveur de l'homéopathie ne reposaient sur rien.
que cette méthode ne constituait en rien une alternative à la médecine traditionnelle et qu'en réalité, ce n'était même pas une médecine du tout. Du coup, je m'en suis totalement détachée. Le livre de Nathalie Grams vire au règlement de compte. Elle fait maintenant partie des plus virulents opposants à l'homéopathie. Actuellement, elle n'exerce plus en tant que médecin. Stralsund, au bord de la mer Baltique. C'est ici que se tient le congrès annuel de l'Association allemande des médecins homéopathes, qui s'est autoproclamée plus ancienne association de médecins du pays. Monika Kölsch dispose ici d'un excellent réseau. Pour elle, ce congrès est important pour entretenir les contacts et échanger entre praticiens. La communauté des homéopathes n'est pas très grande. Au bout d'un moment, tout le monde se connaît. Je viens tous les ans depuis 14 ans. Alors forcément, je connais les gens. En Allemagne, on recense environ 7000 médecins homéopathes. À cela s'ajoutent 40 000 naturopathes et autres spécialistes en médecine douce. En dehors de l'école hahnemannienne, de nombreuses variantes existent dans la façon de soigner par l'homéopathie. Les livres sont importants pour nous. Nous utilisons évidemment l'ordinateur et nous avons beaucoup de programmes informatiques, mais nous adorons les livres. En juin 2019, l'Association allemande des médecins homéopathes a fêté ses 125 ans d'existence. L'histoire de l'homéopathie commence il y a plus de 200 ans. La doctrine est fondée par le médecin, chimiste et traducteur allemand Samuel Hahnemann. Cet érudit universel a vécu à Köthen, en Saxe-Anhalt. Il a été médecin et enseignant, notamment à Leipzig. Il est l'auteur du livre « La doctrine médicale homéopathique » ou « Organon de l'art de guérir », un ouvrage auquel se réfèrent encore aujourd'hui les homéopathes du monde entier. En 1790, il attire l'attention en publiant les principes de similitude, soigner le mal par le mal, et de dilution des remèdes. Cette nouvelle doctrine est très bien accueillie, mais à l'époque déjà, des voix s'élèvent pour qualifier son œuvre d'aberration. En 1835, Samuel Hahnemann épouse en secondes noces une peintre française et s'installe à Paris où il mourra 8 ans plus tard. Durant sa période parisienne, il soigne notamment un certain nombre de personnalités. Aujourd'hui encore, il compte de nombreux adeptes en France. Environ 5000 médecins y ont suivi une formation d'homéopathe. Charles Benz travaille à Oberhausbergen, tout près de Strasbourg. Il est président du syndicat national des médecins homéopathes français. Après ses études de médecine, il s'est formé pour devenir médecin homéopathe. Pour lui, l'homéopathie a de nombreux avantages par rapport à la médecine classique. Par contre, il y a tout un ensemble de pathologies pour lesquelles, en médecine classique, on n'a pas vraiment de réponse. Il y a aussi des maladies chroniques très complexes où il y a différentes pathologies qui sont imbriquées les unes dans les autres et pour lesquelles, très souvent, les patients font le tour des médecins, des spécialistes, sans jamais trouver une réponse satisfaisante. Et un jour, ils arrivent dans un cabinet d'un médecin homéopathe parce qu'on leur a conseillé. Très souvent, dans ces situations complexes de maladies chroniques, on trouve des solutions en homéopathie qu'on n'a pas en allopathie. Et pourtant, l'homéopathie n'a jamais été autant décriée. Le docteur Norbert Haust est ingénieur et lobbyiste au sein du réseau d'information allemand INH, qui rassemble des opposants à l'homéopathie. Il croit à la relation dose-effet des médicaments traditionnels. Plus la concentration est élevée et plus l'effet est important. Pour Samuel Hahnemann, c'est l'inverse en homéopathie. La dynamisation est la pierre angulaire de la fabrication des médicaments homéopathiques. On part d'un élément de base, dans le cas présent du sel de table, que l'on commence par dissoudre dans de l'eau. C'est 1 gramme de sel de table que je dissous dans 99 grammes d'eau. À la fin, j'obtiens 100 grammes d'une solution à 1%.
Voici le résultat, à savoir une solution saline à 1%. Pour nous, les détracteurs de l'homéopathie, il s'agit en substance de diluer et de secouer un produit, ce qui ne peut pas apporter grand-chose. Et voici l'étape décisive, censée différencier la dynamisation de la simple dilution, à savoir la succution. Selon Hahnemann, il faut frapper le bocal sur un livre relié en cuir à 10 reprises. Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pour un physicien, il y a évidemment du changement dans ce bocal. Vous l'avez vu, la solution a été vigoureusement secouée. Elle s'est chargée en énergie, une énergie mécanique. Elle s'est réchauffée de quelques fractions de degrés. Il y a forcément eu des échanges entre l'air et l'eau. Il est également possible que des particules de verre du contenant se soient mêlées au liquide. Selon les principes de l'homéopathie, l'action de cette solution saline vient d'être renforcée. Pour continuer ce processus, il convient de renouveler l'opération. On recommence comme tout à l'heure. Je prélève maintenant 1 cm³ du liquide au moyen d'une nouvelle pipette. Je le place dans un autre bocal. Et maintenant, je secoue à nouveau. 1, 2. En homéopathie, le sel est considéré comme un produit très puissant, adapté à de nombreux symptômes. Selon Samuel Hahnemann, le sel serait efficace contre environ 1200 symptômes. Nous avons ici du natrium chloratum à 12CH. 12CH est la première dilution dans laquelle la substance de départ est si diluée qu'elle n'est plus présente dans le solvant. C'est ici, au plus tard, que la dernière molécule de sel a disparu de la solution. Désormais, nous diluons un solvant avec un autre solvant, et c'est tout. Bien sûr, on continue à secouer entre deux dilutions, de façon à renforcer l'action du produit, d'après Hahnemann. 200CH, c'est-à-dire 170 bocaux plus tard, est un chiffre que je ne peux même pas vous décrire. Cela correspond à 1 suivi de 400 zéros derrière. Et pourtant, 200CH est une dilution très répandue. 1 CH signifie 1 gramme de substance active diluée dans 100 ml de liquide, soit l'équivalent d'un petit verre de vin. 2 CH représente 1 gramme du contenu de ce verre de vin versé dans 10 litres de liquide, soit le volume d'un seau de ménage. 4 CH représente 1 gramme dilué dans 100 mètres cubes de liquide, soit à peu près la contenance d'un wagon-citerne. 9 CH, c'est 1 gramme dans 1000 km3, soit 20 fois le volume du lac de Constance. 12 CH, c'est 1 gramme dans la quantité d'eau présente dans l'océan Indien et l'océan Pacifique réunis. 30 CH, une dilution courante, correspond à 1 gramme de substance active dans 10 000 fois la masse de la partie visible de l'univers. Les granules sont plus connus que les remèdes sous forme liquide, des petites billes de sucre imprégnées de substances actives. Ici, je prends 100 grammes de granules. Et sur ces granules de sucre, je vais déposer 1 gramme de mon liquide. Une pulvérisation correspond à 1 cm3 et c'est précisément la dose qu'il me faut. Et voilà comment se déroule l'opération. Le sel, qui n'est plus dans le liquide, imprègne maintenant les billes de sucre. Lorsque le patient absorbera les billes de sucre qui auront séché, il ressentira les effets du sel. C'est en tout cas ce qui est censé se passer d'après le principe de l'homéopathie. Cette dilution à 30 CH coûtera 8 à 10 euros. À Messimy, dans le Rhône, se trouve le siège de l'un des plus gros fabricants de préparations homéopathiques, les laboratoires Boiron. Aujourd'hui, 800 kg d'arnica des montagnes et 150 kg de calendula sont livrés et transformés.
Les plantes sont broyées finement et mélangées avec de l'eau et de l'alcool pour en éliminer les huiles essentielles. Ce travail s'effectue conformément aux réglementations pharmaceutiques européennes les plus strictes. Les plantes médicinales sont utilisées comme substances actives dans des remèdes de grand-mère très connus. À juste dose et intégrées à des pommades ou à des teintures, elles peuvent soulager les douleurs et contribuer au processus de guérison. Les effets de la phytothérapie, c'est-à-dire l'emploi de plantes pour se soigner, sont scientifiquement prouvés. Cette discipline repose sur la relation dose-effet, contrairement à l'homéopathie. Ce qui n'empêche pas les fabricants de préparations homéopathiques de souligner la dimension naturelle de leurs produits. L'homéopathie envoie un signal déplorable en faisant sa publicité sur le dos des médecines naturelles. Parce qu'en l'occurrence, il ne reste strictement rien de la nature dans les produits homéopathiques. Apposer une fleur sur ces préparations, c'est une publicité mensongère. En fait, ce serait bien plus honnête d'écrire rien en grosses lettres. Le liquide obtenu est filtré, analysé, avant de faire office de teinture mère. Celle-ci est incorporée à des gouttes, granules, globules, solutions injectables, pommades et teintures. Au total, plus de 8500 produits sont transformés en préparations homéopathiques. Quelques 2000 teintures mères sont stockées ici. Les substances actives sont notamment le mercure, l'arsenic et la noix vomique. Mais on trouve aussi de l'extrait de testicules de taureau ou du venin de crapaud. Dans ce laboratoire, une teinture normale est transformée en médicament homéopathique. Quelques millilitres de substances actives suffisent à fabriquer des milliers de boîtes. Le principe fondamental de l'homéopathie est la dynamisation, c'est-à-dire le fait de donner sa force au produit. La dynamisation, d'après Samuel Hahnemann, consiste à diluer et à secouer. Un processus qui s'effectue automatiquement 170 fois en 8 secondes. Alors non, aujourd'hui nous sommes vraiment dans la tradition de Samuel Hahnemann et comme vous le voyez, les montées en dilution se font comme à l'époque, manuellement, avec bien sûr les technologies d'aujourd'hui pour respecter les normes BPF, donc un flux laminaire pour protéger bien sûr ce médicament homéopathique et l'ensemble des technologies de traçabilité avec du coup les identifications et les logiciels. Mais on reste sinon dans la même méthode de fabrication. Une production à l'échelle industrielle. Ici, des granules sont aspergés de teinture. Quelques millilitres suffisent à imprégner des kilos de petites billes de sucre. Les granules sont ensuite homogénéisés et séchés. Les médicaments homéopathiques sont alors prêts. Boiron enregistre un chiffre d'affaires annuel d'environ 620 millions d'euros. Le laboratoire exporte en Afrique, en Inde, aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais pas en Allemagne. Chez nos voisins allemands, le premier fournisseur s'appelle DHU, acronyme d'Union homéopathique allemande. DHU et Boiron ne se font pas concurrence sur leurs terres respectives. Le congrès annuel des médecins homéopathes allemands n'est pas seulement un rendez-vous important pour les praticiens et les scientifiques. C'est aussi un précieux espace de promotion pour l'industrie. La petite manufacture d'homéopathie Gudjons y a aussi son stand. Gudjons propose des granules artisanales. Le pharmacien Hannes Pröller confectionne lui-même ses préparations. Son objectif est de faire sortir l'homéopathie de l'opacité qui l'entoure. C'est une décision parfaitement réfléchie. Si je dis aux gens que je suis artisan, je dois pouvoir le leur prouver. Et aujourd'hui, dans l'industrie pharmaceutique, il est difficile de faire des visites guidées sur les sites de production. Je me suis donc imposé de rendre le processus visible de l'extérieur, puisque je ne peux pas organiser de visite sur le lieu de la fabrication. Hannes Pröller tient plusieurs pharmacies dans la région d'Augsbourg. À côté des remèdes homéopathiques de son entreprise, il distribue aussi les produits d'autres laboratoires. Les médicaments homéopathiques ont une place importante dans les pharmacies d'officine normales, dans la mesure où ils font partie de la gamme des produits proposés, qui va des médicaments conventionnels aux remèdes homéopathiques ou naturels. Tous y ont leur place. Dans le laboratoire de sa pharmacie,
le docteur Proller nous montre comment il fabrique lui-même ses préparations homéopathiques. Bien. Voici comment on confectionne un médicament homéopathique selon Samuel Hahnemann. On commence par broyer le produit pendant exactement 6 minutes. Au bout de ce laps de temps, le procédé de fabrication selon Hahnemann stipule qu'il faut frotter pendant 4 minutes pour décoller le lactose de la paroi. Le but de cette trituration, c'est de parfaitement amalgamer la substance mère au lactose. Ici, il s'agit d'une dilution de 1%. C'est le premier niveau de dynamisation. Chaque niveau demande exactement 1 heure. Ce protocole est répertorié dans la pharmacopée homéopathique allemande. Pour moi, l'information de la substance mère est à 100% intégrée au lactose. Ici, il s'agit seulement de transférer au support la mémoire contenant l'information énergétique. L'homéopathie n'obéit pas à des lois purement physiques et matérielles et n'établit pas de lien entre médicaments et corps humain. Elle repose sur un échange de forces d'ordre spirituel. Au bout d'1 heure de trituration, la dilution à 1CH est prête. Une partie de cette dilution à 1CH est transférée dans un autre mortier avec 99 parties de lactose. Et on mélange à nouveau pendant 1 heure. Puis on répète l'opération pendant 1 heure supplémentaire. Au bout de 3 heures, on obtient la dilution à 3CH. Cette dilution est à son tour diluée dans 100 gouttes d'eau distillée. Puis 1 goutte de 3CH est ajoutée à 99 gouttes de solvant. Et on imprègne les 99 gouttes de l'information ou de l'énergie de cette goutte de 3CH en frappant 10 fois. L'eau est censée conserver la mémoire du produit. Je ne peux pas expliquer l'action de ce produit à la lumière de la pharmacie conventionnelle. Tout ce que je sais, c'est qu'il fonctionne, parce que je le vérifie chaque jour sur mes clients. Il y a encore bien des recherches scientifiques à effectuer pour que l'on puisse expliquer les effets de cette méthode. Les homéopathes tentent d'expliquer ce phénomène en invoquant les technologies de l'information. Une notion empruntée à d'autres domaines à qui ils donnent une autre signification. D'après ce concept, l'eau, de par sa structure, est capable d'enregistrer une information, soit ici, une forme d'empreinte des propriétés d'une substance. Problème, ces structures ne passent dans aucune molécule d'eau, et les structures plus grandes ne survivent pas assez longtemps. Selon la théorie de la mémoire de l'eau, les molécules d'eau reproduisent, avec l'aide de liaisons hydrogènes, la molécule de la substance d'origine et la transmettent au niveau suivant de dynamisation. Seulement, les structures formées par l'eau sont très éphémères. Les liaisons hydrogènes ne restent stables que pendant environ 50 femtosecondes. C'est le temps que prend la lumière pour parcourir une distance de 0,015 mm. Aucune de ces théories n'a jusqu'à présent pu être scientifiquement prouvée. Et pourtant, le succès des traitements homéopathiques est régulièrement mis en avant. Le docteur Hans Wilhelm Müller-Wohlfahrt est orthopédiste et médecin du sport. Il soigne des sportifs de haut niveau, dont les plus grands champions de la planète. Depuis plus de 40 ans, il est le médecin du Bayern de Munich. Et il a soigné la sélection allemande pendant plusieurs décennies. Je suis ultra conservateur et je fais tout pour éviter la chirurgie. Le champion olympique Usain Bolt lui a offert ses chaussures de course. De Boris Becker à Sebastian Vettel, tous ne jurent que par sa méthode. Si on veut qu'un traitement marche, le patient doit vous faire confiance, il doit vous soutenir, même si la route est longue. La route était très longue pour Usain Bolt, de Kingston jusqu'à Munich, en passant par Miami et Londres. Je ne peux pas vous dire combien de fois il est venu ici. Il m'a fait confiance et il a toujours eu le sentiment qu'ici, il trouverait de l'aide. En plus d'une anamnèse extrêmement précise et d'un examen physique de ses patients, le docteur Müller-Wohlfahrt mise aussi sur les traitements homéopathiques.
Après un examen détaillé, j'ai découvert où se trouvait l'origine de ces problèmes. Nous avons fait une IRM ainsi que des radios. J'ai procédé à une exploration fonctionnelle et réalisé une palpation pour localiser les points douloureux. C'est plus facile à déterminer avec les mains qu'avec des appareils. La technologie ne montre pas les tensions. Pour soulager le dos de son patient, le médecin injecte un remède homéopathique. Il contient entre autres de l'arnica en dilution à 3-DH. Les critiques des détracteurs de l'homéopathie le laissent de marbre. Je suis un médecin empirique. En clair, j'observe et je réagis. Pendant 40 ans, j'ai cherché les traitements adaptés pour m'aider moi et mes patients. Et j'ai trouvé l'homéopathie. J'ai essayé beaucoup de médicaments différents, mais au bout du compte, les produits qui se trouvent sur cette tablette se sont avérés être les meilleurs. J'ai donc décidé de les garder. L'objectif est d'une part de détendre les muscles, ce que j'obtiens avec un mélange de médicaments homéopathiques et de préparations biologiques. J'incite le corps inerte à participer et à accélérer la guérison. En plus de cela, le docteur Müller-Wohlfahrt laisse le temps faire son œuvre. Il refuse les injections douteuses censées accélérer la guérison. Quand on calme la douleur avec des antalgiques ou de la cortisone, elle peut revenir au même niveau, voire encore plus fort. Alors on augmente la dose et on recommence encore et encore. On finit par tomber dans une impasse dont on ne peut plus ressortir. Rien de tel ici. Le traitement que nous utilisons n'a pas d'effet secondaire. Le pire qui puisse se produire, c'est qu'il ne marche pas, ce qui n'est quasiment jamais le cas. Les détracteurs reprochent aux homéopathes d'adhérer à une doctrine proche du charlatanisme. Monika Kölsch connaît bien le débat sur l'efficacité de l'homéopathie et les polémiques qui entourent les études. Jens Benke représente la fondation Carstens, un réseau de lobbyistes. Il ne conteste pas l'efficacité de l'homéopathie, tout en admettant que les méthodes scientifiques traditionnelles échouent à démontrer son action. Une anomalie est un phénomène scientifique difficilement explicable quand on a recours à des théories établies. Et de fait, jusqu'à présent, les principes d'action de l'homéopathie n'ont pas été complètement étudiés et nous ne pouvons pas expliquer pourquoi les granules fonctionnent. L'histoire de la science montre toutefois que les avancées résultent précisément du fait qu'on prenne enfin au sérieux et qu'on étudie plus avant des phénomènes difficilement explicables. Depuis 1982, la fondation Carstens a injecté environ 35 millions d'euros dans la recherche, la formation et l'information sur les médecines alternatives. Les homéopathes se sentent persécutés. À chaque fois que l'homéopathie se prononce sur un sujet à caractère scientifique, c'est la crise. Les gens pensent que l'homéopathie n'a rien à voir avec la science, alors que c'en est une. Le docteur Jens Benke présente les dernières études en date. Elles ne révèlent pas le mode d'action de l'homéopathie, mais sont censées démontrer qu'elle agit bel et bien. C'est un fait. L'homéopathie est constamment assimilée à un placebo, alors que les études montrent autre chose. La science n'a rien à voir dans cet amalgame. Il semblerait plutôt que dans notre vision globale du monde, on ne peut pas concevoir qu'une substance impossible à analyser chimiquement puisse avoir un effet. C'est pourtant bien le cas. Il existe 3000 expériences de recherche fondamentale dans lesquelles les traitements homéopathiques ont été administrés à des systèmes physiques, des plantes ou des animaux. Et là aussi, une grande partie de ces expérimentations s'est avérée hautement efficace. Il n'existe qu'un type d'étude permettant de prouver scientifiquement l'efficacité d'un traitement. L'étude randomisée en double aveugle. Pour cela, les volontaires sont séparés en deux groupes. Le premier groupe reçoit le médicament, le second un placebo. La répartition des groupes s'effectue au hasard. Ni les participants ni les médecins ne savent qui reçoit le placebo ou le médicament. Ce procédé permet d'écarter d'emblée les biais éventuels. De telles études ont également été effectuées avec des préparations homéopathiques. À première vue, les études ont l'air plutôt bonnes.
Mais quand on se penche sur leur qualité, on comprend vite que leurs résultats ne peuvent pas être pris en compte. La qualité est tout simplement insuffisante pour que les résultats tiennent la route. Et cela touche toutes les systematic reviews. Norbert Haust cite alors une méthode utilisée pour prouver l'efficacité de l'homéopathie. Pour les études cliniques, il existe un jargon pas toujours très clair pour les profanes. Si vous citez une étude en mentionnant qu'elle a démontré un résultat significatif, le commun des mortels comprendra que le produit en question a une action très forte. Alors que dans le domaine statistique, cela veut seulement dire que le résultat ne repose probablement pas sur un hasard. Ça ne va pas plus loin. Pour preuve d'efficacité, les homéopathes invoquent souvent le test des lentilles d'eau. Elles sont dans un premier temps détériorées par une préparation à base d'arsenic. Une moitié des lentilles est ensuite traitée avec un médicament homéopathique, l'autre moitié par un placebo. On les laisse ensuite pousser dans une étuve bactériologique. La différence est à peine visible, mais scientifiquement, elle peut être qualifiée de significative. Vous le voyez, la différence n'est vraiment pas frappante. D'un côté, nous avons le Verum, le vrai médicament, et de l'autre, le placebo. L'homéopathie est vendue par ses partisans comme une thérapie puissante qui égale et même surpasse la médecine conventionnelle, alors que les résultats obtenus ici sont dérisoires. Heiner Frey est médecin et scientifique. Il estime l'homéopathie efficace dans certains cas, notamment en présence de troubles déficits de l'attention et d'hyperactivité. En tant que directeur d'études, il a réalisé un essai clinique contrôlé sur le TDAH, qui est régulièrement cité par les homéopathes. Cette étude est probablement le travail scientifique le plus solide effectué autour de l'homéopathie. Le niveau scientifique est élevé, les contrôles ont été très rigoureux, et cette étude a démontré un effet significatif de l'homéopathie. En fait, elle a été plus efficace que le placebo administré au groupe de contrôle. Nous avons d'ailleurs publié cette étude en médecine traditionnelle, pas seulement dans une revue spécialisée dans l'homéopathie, mais dans l'European Journal of Pediatrics. Il existe 2 publications du Dr Frey sur le même sujet. Sur le principe, c'est bien réalisé. Seulement le résultat qui en ressort ne correspond pas du tout aux attentes. L'une de ces publications figure dans la revue allemande Klassische Homöopathie. Jusque-là, tout semble encore plutôt correct. Voici le déroulement tel qu'il était attendu et tel qu'il a été publié. Une fois que tous les enfants ont reçu le médicament homéopathique, une amélioration est observée. La courbe descend. L'état du premier groupe qui a reçu le placebo en aveugle, ici en vert, se dégrade. La courbe monte. Le second groupe qui a reçu le traitement homéopathique reste horizontal. Une fois les rôles échangés, les courbes doivent s'inverser. Au bout du compte, elles se recoupent lorsque tous les patients reçoivent le traitement homéopathique, dans le cadre cette fois d'une étude ouverte. Sur le même sujet, les Anglais du European Journal of Pediatrics poussent la présomption jusqu'à mettre les résultats en avant au moyen d'un graphique. Et c'est totalement différent. Contrairement à la publication allemande, le graphique qui illustre les résultats dans la revue scientifique britannique semble beaucoup moins spectaculaire. En réalité, lors de l'étude en aveugle, l'état des 2 groupes s'est détérioré. Pas seulement celui du groupe ayant reçu le placebo, mais aussi celui du groupe au traitement homéopathique. Et lors du changement des groupes, celui qui aurait dû aller mieux n'a quasiment pas bougé. Étude du Dr Frey, il y a des phases randomisées. Seulement la période au cours de laquelle l'amélioration est apparue n'était pas la phase randomisée, mais la phase ouverte. Durant la phase ouverte, les parents ont eu connaissance du diagnostic d'hyperactivité de leur enfant. Ils ont appris à le gérer et l'enfant réagit en conséquence. Selon Norbert Haust, les parents se mettent à considérer leur enfant d'un œil plus positif. Pour déterminer s'il s'agit de l'influence du médicament ou de celle du contexte, il aurait fallu qu'à ce stade, l'étude soit randomisée. Mais ça n'a pas été le cas. Norbert Haust accuse Heiner Frey d'avoir péché par imprécision. D'autant que l'auteur de cette étude affirme avoir travaillé selon les critères scientifiques les plus stricts. Mais le déroulement souhaité de l'étude et les faits réellement mesurés divergent clairement, comme on peut le voir sur ce graphique.
Pour Norbert Haust, cette étude ne prouve en aucun cas l'efficacité de l'homéopathie. Preuve ou pas, de nombreux parents se tournent volontiers vers l'homéopathie pour soigner les petites plaies et les maux du quotidien. Les remèdes homéopathiques occupent une place de choix dans les armoires à pharmacie et les habitudes d'automédication. La famille Rottenschlager de Leipzig ne jure elle aussi que par l'homéopathie. Christian et son fils Émile n'ont eu que des expériences positives avec les médecins homéopathes et les petites granules. L'homéopathie est présente dans ma vie depuis que je suis toute petite. Quand j'avais des petits bobos ou des maux de ventre, on me donnait des granules et tout rentrait dans l'ordre. Cette juriste correspond parfaitement à la cible des laboratoires homéopathiques. Éduquée, soucieuse de sa santé, d'un milieu plutôt aisé. 68% des adeptes de l'homéopathie sont des femmes. Émile, le fils de Christian, est lui aussi soigné par ce biais. Les enfants aiment bien prendre ce genre de traitement. Ils n'ont pas l'impression d'avaler un médicament désagréable, avec un goût bizarre. Ces petites granules peuvent être glissées dans la bouche d'un enfant endormi. Il ne s'en rendra même pas compte. Pas besoin de surmonter un blocage en prenant quelque chose de déplaisant. Cette médecine douce a pour elle de nombreux avantages. Nous avons vaincu des maladies très graves. Émile a eu 4 pneumonies. J'ai pu en traiter 2 rien qu'avec des médicaments homéopathiques. Pour les 2 autres, c'était limite. Quand la fièvre atteint 41,4 degrés, il faut prendre des décisions. Christian a donc aussi eu recours à des traitements allopathiques. À ce moment-là, tout ce que je voulais, c'était un traitement qui fonctionne. On peut toujours en discuter avec les médecins pour savoir qui a raison. Mais pour moi, ce n'est pas important. Lorsque la mère se sent bien parce qu'elle a l'impression d'avoir aidé son enfant en lui administrant des granules, elle va forcément se détendre et l'observer avec des attentes différentes. L'enfant le sent et cela crée une dynamique qui dépasse le cadre de l'homéopathie. Ces attentes, ces interactions se font à un niveau non verbal. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo par procuration. Les animaux aussi peuvent bénéficier de l'effet placebo par procuration. Lorsque le propriétaire s'occupe particulièrement de son animal et croit lui faire du bien, il se détend et cela se transmet à son animal. Une amélioration que le maître ou la maîtresse attribue ensuite à l'homéopathie. Mais se pourrait-il que l'homéopathie fonctionne à un tout autre niveau, qu'elle guérisse même sans agir réellement? Le professeur Winfried Riff est psychologue. Il s'est intéressé de près à l'effet placebo, avec des résultats surprenants à la clé. Avec bon nombre d'autres collègues, nous avons pu démontrer que l'administration d'un placebo explique en grande partie l'effet positif des médicaments en général. Souvent, il est difficile de prouver qu'un médicament est supérieur à un placebo. Nous en avons déduit que si les placebos peuvent être aussi puissants, il est possible d'en tirer quelque chose de pertinent au profit des patients. Lors d'une expérience visant à prouver l'existence de l'effet placebo, des cobayes se sont vus administrer des médicaments opiacés par perfusion. Le médecin explique ensuite aux volontaires qu'il s'agit d'un excellent antidouleur qui va les aider. Plus tard, lorsque les stimuli douloureux sont induits, les résultats sont impressionnants. Si le médecin ne dit rien, l'effet du médicament est modéré. Si le médecin dit que l'antidouleur a été supprimé, l'effet du traitement disparaît. Un médicament opiacé peut donc déployer une action particulièrement forte s'il s'accompagne d'un commentaire positif du médecin.
L'homéopathie utilise ces mécanismes de manière optimale. Le médecin homéopathe prend le temps avec ses patients, il leur parle et génère chez eux de l'espoir. Finalement, l'homéopathie exploite de façon optimale tous les modes d'action de l'effet placebo que nous connaissons. C'est d'ailleurs un peu honteux pour notre médecine classique qui néglige tellement ces mécanismes. Nous devons apprendre à mieux utiliser cet effet placebo en médecine et à mieux l'intégrer, en éveillant chez les patients des attentes positives et en mettant en place un bon rapport médecin-patient. Actuellement, les chercheurs effectuent des essais avec un traitement ouvertement à base de placebo. Nous avons mené des études, notamment sur des patients souffrant du dos. Nous leur administrons une pommade qui ne contient aucune substance active et nous les en informons. Pourtant, nous savons que lorsqu'ils l'utilisent régulièrement, leur état s'améliore. Les patients savent qu'il n'y a pas de substance active dans cette pommade, mais ils doivent quand même l'appliquer. Et nous sommes en mesure de prouver qu'il y a des résultats. L'homéopathie serait-elle l'une des meilleures applications de l'effet placebo? Peut-on vraiment guérir sans substance active ni effet secondaire? Si le mécanisme d'action n'est pas réel, il y a tromperie. Si je dis « ceci est un médicament qui contient une substance formidable qui va apporter à votre corps un nouvel équilibre grâce aux produits chimiques qu'il contient », et ce, malgré leur dilution, c'est juste une fausse information, un mensonge. Moi, je pense qu'on devrait mieux intégrer l'effet placebo, mieux l'utiliser, mais avec transparence et sur la base de mécanismes scientifiquement fondés. Au congrès des médecins homéopathes allemands, des laboratoires de renom viennent vanter leurs produits homéopathiques. Le fabricant allemand Arcana propose de l'homéopathie sous forme liquide. Mais l'homéopathie ne présente pas un intérêt économique que pour les fabricants. Si elle rapporte gros au laboratoire, elle est aussi avantageuse pour les médecins. Pour les médecins, les consultations en homéopathie sont nettement mieux remboursées que les consultations chez les praticiens conventionnés. Proposer un suivi homéopathique est donc très lucratif. En France, la Haute Autorité de Santé a fait vérifier l'efficacité des médicaments homéopathiques sur demande de la ministre de la Santé. Le professeur Christian Thuillier s'est fondé sur des critères rigoureusement scientifiques. Elle a demandé à la Commission de nous prononcer sur le bien fondé en nous basant sur l'évaluation de l'efficacité clinique. L'efficacité clinique, ça veut dire prouver que les médicaments homéopathiques ont une efficacité plus importante au plan clinique que le placebo, et nous n'avons pas retrouvé d'efficacité supérieure à celle du placebo dans des études que je pourrais vous détailler par la suite si vous le souhaitez. Le président du syndicat des médecins homéopathes ne décolère pas. Il reproche à la HAS d'avoir opté pour la mauvaise méthodologie. Le fait que le médicament homéopathique ne soit pas évalué de la même façon que les autres médicaments est dû au fait qu'un médicament homéopathique ne fonctionne pas comme un autre médicament. Donc cette méthodologie n'était pas la bonne et ne pouvait donner qu'un résultat négatif. La prescription d'un médicament homéopathique, peut tout à fait être évaluée en termes d'efficacité clinique. Et la ministre a souhaité que nous évaluions cette efficacité en disant que ce médicament était pris en charge par l'assurance maladie et il n'y avait pas de raison que ça reste une exception et que ce médicament soit remboursé s'il ne faisait pas la preuve de l'efficacité clinique. Depuis que le déremboursement progressif de l'homéopathie a été décidé en France, les pharmaciens redoutent une perte de chiffre d'affaires. Il faut dire qu'en homéopathie, les marges sont bien supérieures à celles pratiquées pour les médicaments traditionnels. En France comme en Allemagne, ils gravitent aux alentours de 30%, contre 20 seulement pour les remèdes conventionnels. La résistance s'organise dans l'Hexagone. À l'instar des employés de Boiron, l'industrie, les associations de patients et les lobbyistes protestent contre le déremboursement de l'homéopathie par des pétitions et des campagnes d'affichage. Boiron tire d'ores et déjà la sonnette d'alarme et annonce une baisse de son chiffre d'affaires.
C'est l'évidence que les Français sont très attachés à leur santé, à une santé dont ils veulent pouvoir faire le choix d'un médecin, le choix d'un pharmacien qui sera en capacité de leur proposer des médicaments efficaces et sans risque. Et c'est ça qu'ils témoignent, les Français. Liberté de choix et liberté de qualité de soins par rapport à leurs souhaits. En 2018, les Allemands ont acheté pour 670 millions d'euros de médicaments homéopathiques, le plus souvent à des fins d'automédication. Seuls 100 millions ont été prescrits par des médecins. En Allemagne aussi, il est question que l'homéopathie ne soit plus prise en charge par les caisses d'assurance maladie. L'Union des médecins conventionnés est contre le remboursement. La coalition au pouvoir peine à s'accorder. Pour les différentes caisses d'assurance maladie allemandes, le remboursement de l'homéopathie permet de se distinguer et de convaincre le client. Comme en Allemagne, l'homéopathie est aussi enseignée dans les universités françaises. Dans certaines facultés de médecine, cet enseignement a été supprimé. Pourtant, Jean Sibilia, président de la conférence des doyens des facultés de médecine, n'entend pas bannir l'homéopathie des universités. L'homéopathie a-t-elle une place encore aujourd'hui? C'est un questionnement. L'enseignement d'université, c'est un enseignement par un questionnement. Et le questionnement, il est intéressant. C'est pourquoi tant de succès de ces médecines-là? Y a-t-il une base scientifique ou pas? Et y a-t-il une application, des applications ou pas? C'est ça qu'on veut enseigner. C'est pas enseigner l'homéopathie, c'est enseigner tous ces éléments à nos jeunes étudiants. C'est aux universités, certaines se sont effectivement engagées dans cette voie-là, de développer des programmes de recherche pour répondre à des questions de ce type, que ce soit pour l'homéopathie, pour d'autres domaines des médecines complémentaires ou intégratives. Ça fait partie de la mission des universités. À l'université de Tübingen, en Allemagne, on envisage de créer une chaire dédiée aux médecines alternatives. Ingo Autenrieth est doyen de la faculté de médecine. Je voudrais que cette nouvelle chaire traite ce sujet différemment, qu'il soit plus nuancé auprès de l'opinion publique et que nous fassions bien comprendre et à nos étudiants et au grand public ce qui marche et ce qui ne marche pas. Dans l'état actuel de nos connaissances, aucune étude n'a jamais prouvé l'efficacité des traitements homéopathiques au-delà de l'effet placebo. Il n'y aurait donc pas d'intérêt à continuer à creuser ce sujet. Mais où se trouvent les limites de l'homéopathie? Aucune action supérieure à l'effet placebo n'a pu être prouvée, et on ne lui connaît pas d'effet secondaire. Peut-elle malgré tout être dangereuse? Il faut absolument aborder ce sujet. Nous ne pouvons pas l'esquiver quand on sait que jusqu'à 80% des patientes atteintes d'un cancer du sein envisagent ce type de méthode pour guérir. Dans ce cas, il y a fort à parier que ces patientes prennent conseil auprès d'un médecin. En tant qu'organe de formation, nous avons le devoir d'aborder ce sujet dans l'optique, cela va de soi, de pouvoir plus tard en parler avec ces patientes. Mais il est indispensable de les informer que cela n'a aucun effet et qu'il ne faut en aucun cas renoncer aux thérapies classiques, dont l'efficacité a, elle, été prouvée. Au congrès des médecins homéopathes allemands aussi, une question revient souvent. Jusqu'à quel point l'homéopathie peut-elle être utilisée contre les maladies graves? Rien qu'avec l'homéopathie, il y a notamment la possibilité de résorber des métastases et d'atteindre un état que je ne qualifierais pas de guérison, mais où la qualité de vie peut être maintenue et où la tumeur passe de cancer agressif à cancer mieux apprivoisé. Un discours qui est loin de convaincre les anti-homéopathies. Ils accusent les praticiens en médecine alternative d'éloigner les patients des traitements efficaces. L'homéopathie peut être dangereuse lorsqu'elle se substitue à un traitement efficace, ou bien lorsqu'elle retarde une vraie thérapie. À mes yeux, l'un des dégâts occasionnés par l'homéopathie, c'est qu'elle sape la confiance en la médecine traditionnelle. On dénigre la médecine classique, on lui reproche d'être de mèche avec les laboratoires pharmaceutiques, mais on oublie que la médecine a pour premier objectif de guérir les gens, contrairement à l'homéopathie. Cette patiente, qui préfère rester anonyme, a derrière elle un parcours long et douloureux. Ses problèmes ont commencé il y a environ 5 ans.
Je me sentais régulièrement fatiguée, pour ne pas dire abattue. J'ai pris beaucoup de poids et au quotidien, j'étais sans force. Ça a continué comme ça, au point que j'ai commencé à éprouver de très fortes angoisses. Elle part en quête d'un spécialiste. Le diagnostic est établi suite à une échographie de la thyroïde et à une analyse sanguine poussée. Il s'agit d'une thyroïdite d'Hashimoto à un stade avancé, une inflammation chronique de la thyroïde. Le traitement, l'hormone de substitution L-thyroxine. Pour aller plus loin, une scintigraphie doit être réalisée à l'hôpital. Cet examen consiste à injecter un produit de contraste. Une ablation de la thyroïde est également envisagée. Je n'ai pas voulu faire cette scintigraphie par peur, aussi bien de l'examen en lui-même que de l'éventuelle intervention chirurgicale. L'idée de me faire ouvrir la gorge m'a terrifiée. À cette époque, je me faisais suivre par une homéopathe avec mon fils aîné. Elle m'a affirmé que l'opération était inutile, de même que la scintigraphie, parce qu'on allait m'injecter des produits toxiques. Elle m'a recommandé de ne pas prendre la L-thyroxine, parce qu'une fois qu'on commence, on ne peut plus s'arrêter. Pour elle, une thyroïdite d'Hashimoto pouvait être maîtrisée avec un traitement homéopathique. La patiente fait confiance à sa praticienne qui lui prescrit un traitement homéopathique. Elle m'a administré du chlorure de sodium à 200 CH en une prise unique. Ensuite, j'ai dû prendre la dilution à 30 CH. Mais son état ne s'améliore pas. Les troubles s'aggravent. Sa thyroïde gonflée compresse la trachée. Ça a continué comme ça jusqu'à ce que je commence à rencontrer des difficultés respiratoires et que j'ai l'impression de m'étouffer. La patiente se rend à l'hôpital. Sa thyroïde a pratiquement quintuplé. Elle subit une ablation avec succès. Je trouve vraiment imprudent que l'on déconseille la prise d'hormones, les examens et l'opération, sous prétexte qu'il y a peut-être des produits toxiques dans le produit de contraste. Les médecins continueront à pratiquer l'homéopathie selon Samuel Hahnemann, et leurs patients continueront à espérer une guérison. La seule chose qui nous importe à nous, les critiques, c'est que la décision de suivre ou pas un traitement homéopathique soit prise en connaissance de cause. Le choix de l'homéopathie est un droit incontestable, mais y aurait-on autant recours en sachant que cette méthode n'est en réalité qu'une placebo-thérapie et non une médecine douce, qu'au-delà de l'effet placebo, il n'y a aucune action? Peut-être qu'en sachant cela, les gens choisiraient une autre solution. Parfois, il est vrai que le temps aide aussi à la guérison, tout comme un bon dialogue entre médecins et patients. Nous devrions dans tous les cas utiliser l'effet placebo en médecine, bien mieux que nous ne le faisons actuellement. Il a un grand potentiel. Bien qu'il ait fait ses preuves, il n'est pas utilisé de manière systématique. Il faut combler cette lacune. Cela nous permettrait d'améliorer notre système de santé. La réconciliation entre la médecine classique et l'homéopathie est-elle possible? Sans doute pas.